Merci Thierry Amougou. Et on aura notre dernière intervention, ce sera le professeur Franklin Nyamsi qui est venu de France. Merci Oumarou Roufaou, Madame la Sénatrice, c'est un plaisir. Et je remercie l'ASBL CEBAF de toujours constituer pour nous à Bruxelles le parapluie sous lequel la conscience camerounaise s'ancre et s'exprime ici. Je voudrais aussi remercier en particulier évidemment tous ceux qui sont venus de partout se joindre à nous dans la commémoration de l'assassinat crapuleux de nos compatriotes dans les rues du Cameroun en février 2008 et notamment des amis venus de pays africains voisins. Je pense ici à Mamadou Ouattara, qui est donc le délégué général du Rassemblement des Républicains pour le Benelux, et qui nous fait l'amitié de participer à cette rencontre. Lorsque il m'a été proposé de participer à cette rencontre, la question « Peut-on conduire le Cameroun vers la démocratie en évitant des massacres de Camerounais ?» m'a absolument parlé. J'ai un avantage, c'est que je m'exprime à la fin. Autrement dit, je peux me passer de revenir sur des choses qui ont été largement démontrées. On peut considérer que les deux premières parties de mon exposé sont faites. Puisqu'évidemment, il fallait partir d'un constat, et ce constat a été largement établi. Je crois qu'il n'y a personne qui sortira de cette réunion en espérant quelque chose du régime qui gouverne le Cameroun depuis 32 ans, et incarné par M. Paul Biya. Donc du coup, on peut considérer cela comme acquis. Mais moi, je voudrais parler projet. Et je pense que nous partirions un peu sur notre fin d'ici si nous ne parlons pas de projet. Nous avons établi un diagnostic de la situation, un diagnostic objectif. Le travail de Guy Faucou, le travail de Thierry Amougou, la sénatrice elle-même a fait état d'une connaissance empirique du terrain de la situation africaine en général, camerounaise en particulier, qui font que nul ici, doué de bon sens et de bonne foi, ne peut dire « tout va bien au Cameroun ». Alors, mais si tout va bien au Cameroun, commençons maintenant par les questions qui s'imposent. Pourquoi les Camerounais sont-ils si mal organisés pour que tout aille mieux? Si tout va bien au Cameroun, pourquoi si Katino, Dinabel, Nkodo Sitoni, ou je ne sais quel artiste que nous aimons de chez nous, venait dans cette salle, elle serait remplie pour danser, ce qui est bien. Moi j'adore danser. Je fais de la musique, je produis de la musique, j'écris de la musique. Donc, pourquoi rassemble-t-on facilement les Camerounais pour jouir, pour se réjouir? Et pourquoi les rassemble-t-on difficilement autour des traumatismes les plus fondamentaux de leur existence? Enfin, pourquoi les Camerounais sont-ils capables de se passionner pour des questions politiques qui ne les concernent pas au premier plan? Il y a davantage de Camerounais qui constituent les bataillons de la haie pour défendre un ancien chef d'État ouest-africain que de Camerounais qui viennent à une réunion à Bruxelles pour démocratiser le Cameroun. Comment comprendre ce peuple dont le gros des énergies est jeté dans des causes qui ne sont pas immédiatement les siennes? Comment comprendre cette foule qui ne peut pas faire foule? Comment comprendre que, avec le coefficient d'intelligence, de ressources humaines extraordinaires que le Cameroun dans tous les domaines comprend, avec l'une des diasporas les plus outillées intellectuellement, économiquement, culturellement, cosmopolitiquement, comment comprendre que la lutte démocratique camerounaise depuis 1992, ce qu'on appelle la fameuse Stolen Victory de John Fundi, qui était le candidat d'un très large front de l'opposition, l'Union pour le changement, comment comprendre que la lutte démocratique camerounaise soit à la traîne, alors que le Cameroun a donné à d'autres luttes démocratiques à travers toute l'Afrique, de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord, des cadres exceptionnels. Comment expliquer que le coiffeur soit aussi mal coiffé, que le cordonnier Cameroun soit aussi mal chaussé? Vous l'avez largement établi. Maintenant, je voudrais dire comment nous pouvons sortir de cet état de léthargie, de cet état de dispersion, de cet état d'éparpillement pour faire peuple. Et nous ne pouvons pas au Cameroun faire peuple si d'abord nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic. Je crois que vraiment, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur le diagnostic, il y a encore un travail à faire. Pour un accord sur le diagnostic, la situation n'est pas tenable. Économiquement, socialement, culturellement, politiquement, un tel pays va vers une haïtisation certaine ou tout simplement vers une milicisation.
des individus vont apparaître qui seront armés et qui vont s'approprier les richesses par la rapine, par la truanderie, etc. Moi, je voudrais insister sur un fait, le Cameroun est entouré de pays où la disponibilité des armes est exceptionnelle. Le nord du Nigeria nous a clairement montré qu'il est présent désormais au centre du Cameroun. La République centrafricaine est travaillée par des groupes armés extrêmement importants. Le Tchad est un État pourvoyeur de miliciens. Le Congo-Brazzaville est encore constitué de groupes capables d'importer au Cameroun l'industrie de la guerre. Le golfe de Guinée est un coupe-gorge absolu. Les 1000 km de frontière entre le Cameroun et le Nigeria sont non gérés, puisque l'armée camerounaise est en réalité une armée de répression, non pas une armée de défense du territoire. Au Cameroun aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que tous les camps politiques confondus perdent le contrôle de la situation. Alors, mais il y a quand même des questions qu'il nous faut résoudre. Où est-ce que nous voulons emmener le Cameroun? Je voudrais citer ces questions et énoncer ce que j'appelle un cap. Il nous faut fixer un cap, proposer un projet, rassembler ceux qui sont d'accord avec ce projet et nous battre crânement pour ce projet. Alors, je voudrais prendre quelques questions qui me paraissent incontournables pour ce cap. La question homosexuelle. Madame la sénatrice m'avait anticipé merveilleusement. Je dis que le changement au Cameroun commencera quand on cessera de criminaliser l'orientation sexuelle des gens. Et qu'on fera, comme le disait mon doyen tout à l'heure, la distinction entre la domination sexuelle, l'exploitation, n'est-ce pas, de la pratique sexuelle pour la fidélisation des individus, pour leur inféodation et leur assujettissement. C'est ça le phénomène camerounais. Tu donnes ton derrière et on vérifie par là que tu seras soumis toute ta vie. Le doyen faisait allusion à une scène qui se raconte de plus en plus au Cameroun, très ancienne, une relation homosexuelle de domination symbolique entre M. Ojoula et M. Aïdjo. C'est de cela qu'il parlait. Et aujourd'hui, dans une certaine partie de la classe politique camerounaise, sodomiser un homme, c'est s'assurer sa fidélité. De nombreux témoignages de jeunes à la recherche d'emploi confirment l'existence de ces pratiques. Ce sont ces pratiques qui ont pollué le débat homosexuel. Il faut que ceux qui veulent changer le Cameroun disent aux homosexuels camerounais, l'État vous protégera. Le crime, désormais, ça va être l'homophobie. La démocratie au Cameroun, ça sera de frapper les homophobes. Vous pouvez être homophobe dans votre cœur. Vous pouvez être homophobe dans votre tête. Si vous posez un acte homophobe dans une démocratie, la loi vous frappe. Car l'orientation homosexuelle n'est pas une importation de l'Occident, elle est connue de très longue date. L'anthropologie et l'histoire en témoignent dans toutes les sociétés africaines. Elle existe même sous forme de pratiques initiatiques dans les communautés, dans le corps et le mets des femmes. En pays Bassa ancien, l'initiation lesbienne fait partie de la transmission d'un certain secret, notamment la connaissance de l'anatomie sexuelle de la femme. Donc, les Africains connaissent la multiplicité des orientations sexuelles des hommes. Ils ont observé les animaux dans les forêts, dont certains ont des pratiques homosexuelles. L'homosexualité n'est pas une invention. Elle est instrumentalisée. Changement au Cameroun, ça veut dire les homosexuels sont des Camerounais comme les autres. Des adultes consentants qui ont des rapports sexuels ne posent aucune entorse à une république démocratique. Je prends un deuxième point, parce que c'est ça définir un cap. Le deuxième point que je prends volontiers, c'est la question de la double nationalité. 4 millions de Camerounais vivent à l'étranger et la majorité d'entre eux ont, pour évidemment s'insérer dans les sociétés d'accueil, adopté les nationalités de ces pays sans renoncer à leur attachement pour leur pays natal. Les MoneyGram et les Western Union confirment parfaitement cette relation intime et éternelle entre chacun d'entre nous ici et ce pays-là où nous sommes condamnés à tenir à bout de bras tous ceux qui ont des liens avec nous, y compris les liens d'amitié. La démocratie au Cameroun, cela veut dire la reconnaissance de la double nationalité. On a un grand pays d'Afrique de l'Ouest que les Camerounais connaissent mal, qui a affirmé cela en 1966, dans la bouche de Félix Houphouët-Boigny. Quand les gens font quelque chose de bien, il faut le dire. Les Camerounais sont loin derrière en termes de panafricanisme. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas l'affirmation d'un anticolonialisme verbeux. J'ai consacré un ouvrage
à cette question. Il y en a quelques exemplaires pour ceux qui ne sont pas. L'anticolonialisme, c'est l'intégration dans chacune des nations africaines de tous les Africains. Donc c'est l'acceptation du principe de la multicitoyenneté, d'autant plus que la nationalité est l'héritage des frontières coloniales tracées par l'étranger. Quand des gens me disent qu'ils sont des patriotes, je leur demande toujours d'où sont-ils les patriotes? Parce que c'est comme ça, ils rentrent dans la NAS. Je suis patriote camerounais. Ah bon? Qui a tracé les frontières du Cameroun? Pardon, 1884. Thierry nous l'a bien rappelé. Ah bon? Donc tu es patriote des frontières tracées par les colons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que ton patriotisme est en réalité un chauvinisme. Nous, au Cameroun, les Centrafricains, comment on les appelle? Centrangouagnats, Tchadiens. Pendant longtemps, ça a été... Voilà quelqu'un qui pense ça pour lui. Tchadien, pendant longtemps, ça a été une insulte. Il suffisait de dire Tchadien, dégage. Tu en as pour ta dose. Nous ne pouvons pas dire que nous démocratiserons le Cameroun si nous ne proclamons pas le Cameroun comme nation d'intégration africaine. Et là, ça passe par la nationalité. Troisième question sur laquelle il nous faut un cap. Que ça plaise ou non à la masse. La politique, c'est de dire aux gens, si vous voulez que ça change, il faut sacrifier quelque chose. Troisième question, la question de l'égalité des sexes. Là encore, il y a une république ouest-africaine qui vient de proclamer dans sa constitution l'égalité de l'homme et de la femme. On n'a pas entendu les Camerounais en parler. Est-ce que la constitution camerounaise établit que l'homme et la femme sont égaux dans le foyer? Est-ce que le droit civil camerounais reconnaît que la femme est l'égale de l'homme? Non. Le changement au Cameroun, ça sera d'inscrire dans la loi et de veiller dans le détail que la femme et l'homme adulte dans le foyer sont des égaux. Et nous imiterons en ce sens positivement ceux qui sont en avance sur nous. Troisième question, là on voit qui veut changer le pays. Quatrième question, la question de la domination féodale. Alors, il faut qu'on clarifie certaines choses. Nos traditions et nos cultures prévoient qu'il y ait des chefferies. Mais on sait très bien que la chefferie traditionnelle au Cameroun a été transformée de très longue date, en très bonne partie, en supplétif de la domination de l'administration corrompue. Les chefs traditionnels sont nommés par le préfet, sont nommés par le ministre de l'administration territoriale. Ça va finir. La chefferie traditionnelle doit être restituée à sa fonction culturelle et débarrassée de sa fonction politique. Soit nous sommes en république et tous les citoyens sont égaux face à la loi, soit nous sommes en monarchie et à ce moment-là, chacun va dans son pays. Donc, il faut avoir le courage de dire aux gens, chefs traditionnels, nous tenons à vous comme agents gardiens de la culture. Mais la question politique et la question citoyenne vous échappent. Il y a des chefs traditionnels aujourd'hui qui vendent encore les impôts, qui prélèvent encore les impôts. De quel droit le chef de mon village a-t-il vocation à prélever des impôts alors que je suis citoyen camerounais dans une république moderne? Il y a des chefs qui ont des prisons. Les Lamido du Nord ont des prisons. Il arrête quelqu'un, il le fout en prison chez lui, dans sa maison. Dans une république. Il faut dire aux gens, le changement, ça va être aucun chef n'a une fonction politique. Les chefs traditionnels sont des chefs de la culture. Ils transmettent la conscience, la mémoire historique de nos terroirs. Ils ne sont plus des sous-préfets en boubou ou en pagne ou en kabangondo ou en quoi que ce soit. Dépotentialisation de la question. La question de la transparence économique. Mais la transparence économique, ce n'est pas que la transparence de l'État. Nous avons l'État le plus pourri de toute l'Afrique francophone. 3 fois le plus corrompu au monde au classement de Transparency International. Il faut que ça cesse. 50% des recettes publiques de l'État camerounais sont détournées chaque année. Il faut que ça cesse. Mais mieux que cela, la transparence doit être la transparence de l'État, mais aussi la transparence de la société civile. Nous avons une économie informelle camerounaise qui est supérieure en masse à l'économie formelle. Donc il faut que les Camerounais apprennent que lorsque nous allons soumettre l'État à la transparence, nous allons soumettre les particuliers à la transparence. Il faudra déclarer ce qu'on possède. Il ne faut pas, dans une démocratie, garder son argent par sac entier dans sa maison, enterré dans le sol, ou dans des réseaux que l'économie officielle ne peut pas prélever. Donc je suis par exemple, moi qui suis un tontinier extraordinaire, je suis pour une officialisation du système des tontines, une modernisation de ce système et une bancarisation dans une démocratie. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir votre argent en tontine que dans une banque camerounaise. Puisque les banques camerounaises sont des escrocs organisés.
Il y a des banques qui disparaissent avec les avoirs des gens, avec la bénédiction de l'État. Mais lorsque nous allons en transparence, la transparence c'est celle de l'État, et la transparence c'est aussi la transparence des privés. Je continue de parler de ce qui va changer. La question de l'immigration et de l'apatridie. Je suis pour que le Cameroun déclare que tous ceux qui sont sur son sol et qui souhaitent être Camerounais le sont. Je suis pour que le Cameroun procède à une camerounisation en masse de tous ceux qui sont sur le territoire avec des raisons sociales suffisantes. Cela, c'est donner un modèle à toute l'Afrique centrale, qui est l'une des régions les plus enclavées de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest est un espace presque intégré. On part du Nigeria jusqu'au Sénégal, jusqu'en Mauritanie, sans obstacle. L'Afrique centrale est dans les forêts. Je l'ai dit dans une conférence récente à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, et des gens m'ont traqué sur Internet en disant que j'insultais les Camerounais. Je dis qu'il y a un rapport entre le fait que nous laissons beaucoup pousser nos cheveux, pour faire dans l'anecdote, nous laissons beaucoup pousser nos cheveux, et le fait que les forêts nous empêchent d'aller dans les pays les uns des autres en Afrique centrale. L'Afrique centrale est la région la plus enclavée. Mais elle n'est pas enclavée par hasard. C'est parce que les dictateurs d'Afrique centrale n'ont pas intérêt à ce que les populations se déplacent facilement. C'est un impératif stratégique. On ne fait pas de route parce que les opposants pourraient les exploiter pour s'entendre. Donc, le changement, ça va être le désenclavement de l'Afrique centrale. Celui qui veut changer le Cameroun doit dire qu'il va faire une route qui va de Douala jusqu'au cœur du Tchad sans difficulté. Qu'il va faire une route qui va du Cameroun à la Centrafrique sans difficulté. Des routes qui partent du Cameroun vers le Nigeria sans difficulté. Il va ouvrir le Cameroun. Parce qu'il n'a pas peur, puisqu'il est élu. Paul Biya a peur de faire des routes parce qu'il n'est pas élu. Je voudrais parler enfin de deux questions. Parce que mon exposé va se focaliser sur ce qui doit changer pour que nous disions, voilà, nous avons apporté quelque chose de nouveau. La question de la conception de l'État national. Moi, je suis contre le tracé actuel des régions du Cameroun, qu'on a encore appelé les 10 provinces. Je suis pour un nouveau tracé des régions administratives du Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais qu'on trace les régions de telle façon qu'aucune région ne soit ethniquement homogène. Je voudrais qu'on perturbe l'équation ethnique qui est à la base de l'organisation administrative de l'État colonial et de l'État néocolonial du Cameroun. Par exemple, on peut faire une province regroupant l'Ouest et le Centre. On en fait une région administrative. Ça va faire pleurer qui si nous sommes élus et si nous l'avons expliqué avant? Ça va faire pleurer ceux qui exploitaient l'opposition ethnique entre les gens qui prétendent être les Bétis et des gens qui prétendent être des Bamileke. C'est-à-dire les entrepreneurs ethniques de tous les camps. Je suis pour qu'on sape la structure qui identifie la région administrative à la coloration ethnique. Nous avons des techniciens, nous avons des statisticiens, nous avons des démographes, nous avons des géographes pour regarder le Cameroun et le tracer autrement. Je voudrais que les régions qui ne sont pas capables de fournir cette espèce de diversification ethnique que nous souhaitons soient des régions d'ouverture sur l'étranger. Par exemple, l'extrême nord, me dira-t-on. Eh bien, l'extrême nord devient une région de co-développement avec le Nigeria, le Tchad, le Niger, en fonction des richesses qui émanent de là. On l'ouvre et on fait une zone d'intégration économique comme celle du Bas-Rhin qui va de Strasbourg jusqu'en Allemagne. La frontière camerouno-nigériane, qui est la frontière de la suspicion, doit devenir la frontière de la réinvention de l'Afrique centrale. Parce que, après la France, le Nigeria est le second partenaire économique du Cameroun. Nous avons donc intérêt à créer une zone économique puissante, commune, qui va faire tomber toutes les méfiances, va faire tomber Bakassi et va faire reculer Boko Haram. Nous avons à modifier donc ce que j'appelle l'identité entre l'ethnie et la région administrative. Et ça va changer dans les têtes des gens. Reconstruire le Cameroun autrement, en fonction d'un projet national. Je voudrais parler de la question de la relation à l'Occident. C'est une question qui bloque terriblement les Camerounais. Parce que les Camerounais sont porteurs d'un traumatisme que très peu de peuples africains ont. Ils ne comprennent pas, par exemple, les Ivoiriens, parce qu'eux, ils ont fait une guerre de libération de 1955, les Camerounais, à 1971. 1 million de morts. Les documents commencent à sortir.
Les Ivoiriens n'ont pas fait ça. Et l'élite ivoirienne qui a mené le combat pour l'indépendance a négocié un seuil d'indépendance avec la tutelle coloniale. C'est cela qui a divisé le Rassemblement démocratique africain, où il y avait l'Union des populations du Cameroun de Robert Kouniobe et le PDCI, RDA, le Félix Houphouët-Boigny. Donc, des destins qui se séparent. Or, comment sortir de la blessure originelle de l'État du Cameroun? C'est-à-dire que ceux qui ont voulu l'indépendance du Cameroun ne sont pas ceux qui l'ont géré. Comment renouveler l'upécisme? Renouveler l'upécisme, c'est renoncer à la haine comme facteur de lutte. Nous ne pouvons pas émanciper notre pays en utilisant comme projet la haine de ceux qui ont tué nos parents. Pour une raison toute simple, en géopolitique, sur les 30 années qui viennent, celui qui veut gouverner n'importe quel État dans le golfe de Guinée aura un revolver français pas loin de sa camp. Sinon, un autre revolver que la France laisse faire. Il aura un revolver français pas loin de sa camp, ou un revolver chinois, ou un revolver américain. Les ressources du golfe de Guinée intéressent toutes les grandes puissances du monde. Donc celui qui ne veut pas faire la politique avec la réalité, qu'il laisse, qu'il s'occupe de dessins, de chansons, etc. Pour ce qui est du golfe de Guinée, nous serons obligés de nous poser la question suivante: quel est le rapport de force actuel? Comment nous pouvons le faire évoluer? Qu'est-ce que nous pouvons obtenir comme nouveau seuil de souveraineté dans la relation aux plus puissants? La question ne se pose pas en termes de je déteste les Français ou je les aime. La question se pose en termes de comment faire dans la mesure où je ne peux pas m'en défaire. C'est cela la réalité. Trop de gens au Cameroun veulent faire la politique en fermant les yeux sur la réalité. Ils sont en France, ils perçoivent les allocations, leurs enfants sont français, ils sont en Belgique, ils sont partout en Europe, ils sont anti-européens. Mais autant se tirer une balle dans le pied, ou fuir la pluie, ou aller se cacher dans la rivière. Il nous faut sortir de ce que j'ai appelé, dans le livre que vous trouvez derrière, l'anticolonialisme dogmatique, pour entrer dans ce que j'appelle l'anticolonialisme critique. C'est quoi l'anticolonialisme critique? C'est apprendre à respecter davantage d'abord les Africains eux-mêmes, qui sont avec nous, pour ensemble nous amener le reste du monde à nous respecter. Mais si tu exclus le Centrafricain, le Tchadien, le Malien qui vit au Cameroun, hein, le Gabon par exemple a expulsé par vagues entières, plusieurs fois, des Camerounais. Comment veux-tu que les Africains d'Afrique centrale soient respectés en France ou en Belgique? Puisqu'ils s'excluent mutuellement. Si tu exclus le Moussi du Burkina Faso, comment veux-tu, toi, être mieux considéré à la haie? Quand les Africains excluent les Africains, ils ne sont pas capables de défendre l'Afrique. Donc il faut commencer par faire ce travail d'acceptation de nous-mêmes. Et enfin, l'industrialisation. L'industrialisation, c'est la chose la plus accessible aux Camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé à l'étranger une expertise extraordinaire. Mais les experts camerounais qui sont aux États-Unis, en Belgique, en Russie, partout, ne viendront jamais travailler pour le Cameroun que s'il y a une convergence sur les quelques questions que j'ai décidées. Je n'ai pas parlé de la question écologique, je n'ai pas parlé de la question des minorités pygmées par exemple. S'il n'y a pas cette vision que j'ai essayé de tracer en me focalisant sur ces questions-là, si cette vision ne nous rassemble pas, on ne remplira pas cette salle. Et on parlera des affaires des autres jusqu'à la fin des temps. Mes chers amis, j'aurais voulu passer toute cette soirée à vous parler de ce que je pense pouvoir dire pour notre pays, mais j'ai été anticipé par de très bons orateurs. Et je suis heureux d'avoir essayé d'assurer autant que possible une bonne conclusion à cette réunion en la mémoire de nos compatriotes injustement assassinés par le régime Biya. Je vous remercie. Merci, Frère Nyamsi. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspeak Solidarité Paradisiaque Internationale.